Je vous disais donc on va d'abord développer l'histoire des alignements de Karnak et puis Stone Age. Si jamais par malheur on n'arriverait pas à tout faire, c'est pas un problème, je peux en faire un live et puis un deuxième live, donc ça c'est pas un problème. Si on fait les deux, c'est magnifique. Je vous ai aussi pris des photos pour vous les montrer après avoir développé, ainsi qu'une petite vidéo concernant Karnak et concernant Stone Age. Je vous les mettrai aussi dans le Discord pour que vous puissiez aller les revoir si vous avez envie de les revoir. Elles seront mises avec l'article et le live, je le mettrai dimanche. Donc je vous mettrai tout dimanche soir. Voilà, tu vois, Carpa, pour te dire. Tu vois, le dimanche soir. Donc elle sortira dimanche dans la journée et dimanche soir, je vous mettrai tout sur le Discord, donc tous les articles. Je te disais que le dimanche soir, c'était mon jour de travail. Donc je vous mettrai ça dimanche soir et dans l'article vous trouverez les liens des vidéos, et donc si vous avez envie d'aller cliquer dessus et d'aller revoir sur YouTube, vous pourrez. Moi personnellement je les ai prises, je mettrai les liens en dessous de ma vidéo YouTube pour la source. Coucou Stella. Et puis voilà. Alors, l'histoire de Karnak, c'est une région qui est vachement privilégiée. Et si elle est privilégiée, c'est parce que justement, déjà à la base, elle est sacrée. Et ça ressemble à une immense nécropole où les gens venaient faire des cérémonies, enterrer certains de leurs proches, etc. Il y a eu des récentes fouilles préventives dans les environs de Karnak qui ont permis d'obtenir des datations qui se l'échelonneraient pour la plupart entre 4800 et 3500 ans avant Jésus-Christ. Mais il est difficile vraiment d'être précis au sein de cette longue période de plus de 1000 ans. Vous le savez comme moi qu'il y a eu beaucoup de dates qui ont été dites approximatives pour certains lieux et que l'on se rende compte que par rapport à certaines voies lactées ou certaines constellations, ça avait été complètement faussé. Donc quant à savoir si c'est vraiment dans ces années-là ou pas, on ne le saura peut-être jamais. On ne peut pas dire non plus sur combien de temps s'échelonne leur construction, parce que quels que ce soit les mois ou les années, en admettant qu'un grand nombre de personnes aient participé à ce chantier-là, c'était quand même parfaitement organisé et il y a quand même, c'est quand même un travail énorme qui aurait pu être fait sur des dizaines, voire des centaines d'années. 21h21. Autant dire qu'il y a entre 5 et 6 000, quoi. C'est possible. C'est possible. Regarde, avec les pyramides, on s'est rendu compte qu'avec la constellation du Lion, mais ça on le verra, qu'avec la constellation du Lion et l'érosion des pyramides, les constructions de pyramides n'étaient pas celles qui avaient été dites à l'époque. Donc il y avait des erreurs. Donc je pense que ça peut être exactement pareil pour tout autre monument sacré. Donc le site, c'est une véritable architecture avec un schéma structuré en fonction de la géographie, mais aussi de la topographie des lieux, associant les enceintes et les mégalithiques, qui sont vraiment avec une pointe très haute, et la diminution aussi de la taille des menhirs selon le relief où ils sont situés. L'ensemble forme un enchevêtrement de monuments
avec des constructions qui sont étalées au cours des temps. Les alignements ont pu par endroits être aménagés par-dessus un monument antérieur qui était alors peut-être oublié, ou soit tout simplement ça avait une fonction funéraire. Coucou ma Gigi, comment vas-tu? Comment va Gigi au Québec? Et justement Gigi, je suis contente de voir que tu es là parce que justement je voulais te mettre le VIP, mais j'avais pas encore pu le mettre parce que chaque fois que tu venais tac tac, chaque fois que tu venais j'étais occupée et du coup je savais pas le mettre, et en fait j'avais laissé ouvert pour pouvoir te le mettre. Ça va bien, merci. Mm. Oui, les méthodes de datation, c'est toujours des fourchettes. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, par la suite, les lieux, ils sont occupés durant les âges des métaux et les périodes historiques, et le même constat se confirme alors au sein des monuments funéraires. Bon nombre d'entre eux ont été utilisés et réutilisés comment et ont servi vraiment de lieu culte pendant la période gallo-romaine. Te faire monter où? Loin de moi vouloir faire de la pub, mais je suis bien fière de dire que je suis maintenant affiliée. Félicitations à toi, je suis super contente pour toi, tu le mérites en plus. Je suis super contente. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Gigi. Elle fait du gaming et tout ça. Elle est chill, elle est toujours sympa quand on va. Toujours un petit coucou, un bonjour et tout, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait un moment que je suis plus venue la voir, mais elle est affiliée. Ça veut dire que elle a enfin les 50 follow pour être affiliée, pour recevoir des subs, tout simplement. Et d'où le fait que c'est super top. Donc je suis vraiment contente pour toi. Après, le problème, c'est qu'il faut, quand on est des petits streamers, c'est se mettre en avant. Alors, c'est toujours ça qui est compliqué. Moi, j'ai eu assez vite la possibilité d'avoir l'affiliation, sauf que je ne l'ai pas mis pour des raisons perso. Mais ça fait super longtemps que je l'ai. Et ben, les subs, c'est quand tu payes pour les abonnements, Choupi, comme moi, je suis sub chez Simia. Donc, le Moyen-Âge voit l'installation d'une première chapelle sur le tumulus du Saint-Michel. Puis, à l'époque moderne, eh bien, les murets qui morcellent les alignements pour les pâturages, vont se densifier. Et c'est à partir attendez, je dis pas de bêtises, du 19e siècle que justement va commencer à se structurer et à s'intensifier les recherches sur ce que l'on allait avoir par rapport justement au nouvellement perçu comme un monument, comme le fait qu'il fallait vraiment étudier ces monuments-là, les restaurer et les préserver. Les emojis, les emojis, tu les as quand tu as le sub. Il y en a certains qui en mettent quelques-uns, et puis il faut être sub pour avoir les emojis. Mais il n'y a pas que ça, c'est que quand tu mets un sub à un streamer, ben, en fait, tu lui offres... C'est comme si, par exemple, tous les mois, ben, tu mettais 5 euros. Sauf que, bah, ouais, parce qu'un abonnement, c'est 4,99 € ou 3,99 €. Ça dépend si vous passez d'un PC ou d'un téléphone. Après, il y a le T1, le T2 et le T3. C'est le fait de pouvoir aider le streamer. Après, je sais qu'avec les données
Je sais que les personnes, par exemple, qui mettaient le Prime, eh bien, le streamer ne sauvera pas, mais moi, je vais pallier à ça. Je ferai le don PayPal et je mettrai le sub, tout simplement. Alors, à partir donc de ce moment-là, eh bien, c'est d'abord particulièrement les grands monuments et leurs tombeaux qui vont être investigués parce qu'ils vont livrer des objets parfois spectaculaires, parce que en parallèle, il y a des plans qui sont pressés, qui sont désormais de précieux témoignages de ce qu'étaient les monuments avant les modifications qui ont été connues au XXe siècle. Moi, c'est Waouh qui m'a offert un mois d'abonnement chez SimSim. Ben voilà. Ouais, c'est Chachou. C'est Chachou, il vient de se réveiller. Alors, car il faut savoir quand même que il y a des campagnes de restauration qui visent à redresser les stèles, à restituer tout ça convenablement. Et c'est une bonne partie des pierres qui sont relevées à partir des années 1880-1890 plus ou moins. Et on doit ça à Zacharie Le Rosic, qui va s'y intéresser justement et qui va signaler la façon dont elles sont apposées dans les années 1920-1930. Et il va remarquer qu'il y a des pastilles de mortier rougeâtre qui sont tout près de ces alignements. Les alignements du Ménec, par exemple, vont être classés au titre des monuments historiques à cette époque-là, et l'essentiel des terrains sera acquis, comme d'habitude, par l'État, comme ça se doit. À partir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la préservation du site est vraiment privilégiée, et les fouilles qui vont être menées par les Allemands sur et autour des terres entre 1941 et 1942. Et ce sera les derniers chantiers archéologiques d'ampleur justement qui vont être menés dans cet alignement. Aujourd'hui, grâce à cela, les alignements de Karnak sont désormais les plus grands sites mégalithiques au monde. De rien, j'ai avec plaisir, tu viens souvent et tout, et je voulais te le mettre, mais à chaque fois j'avais peur de me tromper dans le pseudo, donc j'attends que vous veniez sur le chat. Donc c'est vraiment une préservation exceptionnelle due au fait que Karnak est devenue une intense zone d'activité archéologique au XIXe siècle, mais aussi au fait qu'il y a ces milliers de pierres qui ont été imprégnées dans la culture populaire par des contes, des légendes, des écrits, etc. Une chance aussi que les terrains n'aient pas ou peu été utilisés comme terres agricoles, ce qui a permis de garder tout ça assez intégralement. Carpaccio. Il y a des marques d'outils qu'on va retrouver qui montrent toutefois la réutilisation des menhirs dans les constructions de bâtiments ou de murets alentours. Le site n'a cessé d'être utilisé, mais sans sa perception d'ensemble, bien évidemment, pour que ça ne disparaisse pas. Et le succès populaire de ces étonnantes pierres qui sont dressées a contribué au développement touristique, bien évidemment, du littoral dans le Morbihan, qui n'a fait que
s'intensifier tout au long du XXe siècle. Parce que bien évidemment, ça crée plein de polémiques, de questions, parce que les gens s'intéressent vraiment à ça. Et il faut savoir que Karnak est donc devenu un des symboles du sud du Morbihan, voire même de la Bretagne, et ils sont connus dans le monde entier. Tout comme d'ailleurs Brocéliande, et c'est pour ça que je ferai un live sur ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas du tout Brocéliande, et on en avait parlé une fois ici avec Ryan, qui est en Bretagne et qui ne connaissait pas du tout Brocéliande. Donc je me suis dit, ce serait intéressant de s'y poser. Après, je rêverais vraiment d'y aller une fois, mais les choses se feront au moment où ça doit se faire. Oui, c'est ça, c'est vraiment très interpellant. Il y a des légendes et des folklores tout autour, mais il y a aussi des théories par rapport à l'ufologie, mais c'est très très bref. Il y en a beaucoup plus autour de Stonehenge qu'autour de Karnak. Après, c'est pas les mêmes endroits non plus. La perception des choses est différente selon les sensibilités de chacun. Et ça peut faire beaucoup. Donc tout ça, c'est rançon de succès. Ils ont été soumis à de très fortes fréquentations qui n'a cessé d'augmenter, tout particulièrement durant la période estivale, pendant la période des vacances, tout comme Brocéliande d'ailleurs. Il a donc fallu organiser la préservation et l'entretien du site, au risque sinon d'accélérer fortement l'érosion des sols archéologiques et de menacer à nouveau la stabilité des pierres qui sont dressées sur le site. Alors, au niveau des légendes et des folklores, il faut savoir que les alignements appartiennent bien évidemment au folklore de la région de Karnak, où ils ont suscité diverses superstitions, diverses légendes, diverses interprétations qui peuvent paraître pour certains fantaisistes très anciennement. J'ai pas entendu du coup de fil. J'ai pas entendu coup de fil. Hein, t'as pas entendu quoi? T'as pas entendu quoi? Donc ces pierres seraient aussi réputées pour abriter des trésors à leurs pieds, mais que toute personne cherchant à l'obtenir mourrait. Donc ça va quand même aller jusque-là. Donc on est passé dans les légendes, c'est sûr, c'est des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. On va en parler, c'est très très bref, il y a quelques données là-dessus, mais il y en a beaucoup plus sur Stonehenge que sur Karnak. Après, pourquoi pas? Les légendes, donc rapportées par un abbé en 1899 dans les Annales de Bretagne, racontent aussi la mésaventure de soldats romains qui étaient dans une certaine poursuite et qui vont être pétrifiés et transformés en menhirs par Cornélie qu'ils étaient en train de poursuivre. Il y a des traditions locales qui ont opéré une attraction pour inventer une parenté, entre Cornélie, justement, et cette histoire-là. Il y a une ancienne pierre boiteuse située près du village qui serait un soldat qui aurait été pétrifié, mais en retard par rapport au reste de l'armée parce qu'il était boiteux. Donc ça fait partie des mythes et légendes de Karnak. On dit aussi que la nuit de Noël, ces pierres vont boire dans les ruisseaux en écrasant humains et bêtes sur leur passage.
Recueillie en 1864, eh bien, cette légende était très populaire parmi les enfants de Karnak, au point qu'ils allaient tous les jeudis la raconter aux touristes qui visitaient la région, jusqu'à ce qu'il y ait un arrêté municipal en 1960 qui interdit cette pratique. Donc en fait, on a voulu un peu brider cette légende qui avait quand même un certain charme et que je trouve, moi, personnellement, assez intéressante. Pourquoi dans la mythologie grecque, on en parle du fait d'être pétrifié et d'être transformé en pierre. Donc pourquoi ne plus vouloir de cette légende qui était intéressante, je trouve, par rapport à ça. Longtemps qualifié d'antiquité gauloise, il y a un écrivain qui voit dans ces pierres-là des vestiges du déluge. Ça fait partie d'une autre théorie. Il y a des milliers de menhirs à Karnak et on se demande si ils ont servi aux aliens, justement. Carpaccio en parlait. Est-ce qu'ils en ont fait des repères pour atterrir avec leur soucoupe volante? Il y a un auteur de science-fiction qui affirme que les alignements ont été créés par une civilisation extrêmement intelligente qui connaissait le secret du champ magnétique de la Terre. Ces extraterrestres connaissaient même le théorème de Pythagore 2000 ans avant son auteur. Donc cette fiction est bien réelle, il y a les alignements qui sont des repères pour faire atterrir des soucoupes volantes et ce serait un repérage GPS avant l'heure et que ce serait des visionnaires justement et qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y aurait toujours ces théories-là. Après, il n'y a pas vraiment eu de témoignages, mais vous savez, comme moi, que bien souvent, tout ce qui est théorie ufologique et témoignages ufologiques, bien souvent, ils sont tus ou cachés. Ouais, enfin, il y a plein de choses qui étaient connues des hommes bien avant ce qu'on croit. Alors, est-ce que il y a plusieurs théories là-dessus. Moi, j'ai mes personnelles. Ça, c'est selon les croyances aussi. Personnellement, moi, je pense, et ça depuis toujours, que l'histoire a été faussée. L'histoire depuis le début. Déjà, l'être humain en lui-même. On dit tout le temps que dans l'histoire, quand on va à l'école, qu'on est petit, on dit ouais, mais les enfants, on vient du singe et le singe s'est transformé en homme, il a perdu sa queue, il a grandi, il a marché sur deux pattes à la place de quatre pattes, etc. Ok, mais moi, je ne vibre pas du tout avec ça. On a l'impression que la Grèce a tout découvert, mais on sait qu'en Égypte ou en Mésopotamie, on connaissait déjà beaucoup de choses. Pas que ça, il y a eu les Mayas avant aussi. Les Mayas, ils connaissaient énormément de choses aussi. Ça, on en avait fait un live. Et je trouve que c'est intéressant de s'y pencher. Et pourquoi ces civilisations-là, elles ont disparu aussi? Pourquoi Ouais, c'est des exemples, c'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi ces civilisations-là avaient plus de connaissances que d'autres? Pourquoi ils connaissaient autant de choses à ces époques-là et qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, on a l'impression que il y a beaucoup de choses qui ont été faussées, des choses qui ont été cachées. Est-ce que les civilisations, elles n'ont pas été détruites par la main de l'homme quand on voit au jour d'aujourd'hui comment tourne le monde, tout simplement? Ils avaient des connaissances et au niveau mathématique, au niveau astrologique, etc.,
qui n'ont rien à voir avec, enfin, avec aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes... D'ailleurs, il n'y a jamais rien qui vous a percuté pendant jusqu'aux années 1900, après-guerre, je vais dire. Il y a eu la sortie, il y a eu la télévision, qui était la grosse télévision. Alors, j'ai traversé les années, puisque je suis quand même née en 1969, donc j'ai traversé les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, 2010, 2020 maintenant, et là on est en 2024. On a eu des télévisions très 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 grosses dans les années 70, pendant très 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 longtemps. Dans les années 90, les TV étaient toujours aussi grosses, mais avaient évolué. Et là est venue un petit peu plus tard la sortie du téléphone portable qui ressemblait à une brique. Hein. Et puis en 2007, on était encore avec des télévisions assez avancées, mais voilà, les téléphones aussi avaient évolué, mais différemment. Et depuis quelques années, on a évolué, mais d'un truc de ouf. On est passé de télévision qui restait lourde et grosse, même si c'était des écrans plats, que ça n'avait plus rien à voir avec nos anciennes télévisions, avec des télévisions qui sont aussi fines que des feuilles de papier, pour ainsi dire. On est passé sur des écrans portables que l'on peut plier avec une télécommande. Donc vous vous rendez compte que vous pouvez avoir un écran de PC avec une télécommande et vous pouvez l'avoir en écran plat ou en écran incurvé. Les téléphones aussi, l'évolution du téléphone portable sur quelques années de temps, ça a été d'un coup. Alors, il faut m'expliquer comment ça se fait que pendant autant d'années, 2000 ans, l'être humain n'a quasi pas évolué, et puis d'un seul coup, il a eu, pouf, plein d'informations. Non, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais bon, ça reste encore propre à la sensibilité de chacun et propre aux croyances de chacun. Donc du coup, je vais vous montrer les images concernant je vais y arriver aujourd'hui, concernant Karnak et la vidéo. Attendez, je vais aller sur, voilà, Stonehenge. Karnak est ici. Alors, partage d'écran, changer, Karnak, tac, ok, enregistrer. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas si ça passe, si vous les voyez ou pas. Non, ça ne marche pas. Modifier, partage d'écran, changer, photo, voilà, enregistrer. On peut zoomer dessus pour que vous les voyez mieux. Est-ce que vous êtes là? Parce que je vois plus rien dans les commentaires. Ça, c'est donc un des sites. Vous avez celui-là, vous voyez, on voit vraiment la différence entre les pierres qui sont ici couchées et celles qui sont debout.
J'écoute. Ben, ça me rassure parce que voilà. Euh, Là, c'est ce que je vous disais justement, qu'il y a des personnes qui viennent au moment des vacances. Je suis comme mais je suis là, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici aussi, vous voyez, en plus, c'est mis vraiment en ligne et vous voyez, il y a des maisons quand même qui ne sont pas loin. Et la dernière, c'est celle-ci. Elle est prise de très loin. Vous voyez, on voit les maisons là et on voit toutes les pierres qui sont mises en rang d'oignon. J'ai la vidéo, je vais vous la passer. Attendez, tac. Euh, Attendez, hein, parce qu'il faut que je mette pause. Hop, tac. Et il faut que je vous la partage, hein, si vous allez bien tout voir convenablement. Alors, partage d'écran. Changer. Voilà. Attendez, hein, je vais diminuer mon écran personnel parce que je l'ai en plein écran. Et du coup, je ne vois plus rien. Voilà. Zoom. Et elle dure. On est ça, j'en écoute. On va. Tac, voilà. Je vais vous la mettre en route. Elle fait plus ou moins 7 minutes 8, mais ils expliquent très très bien tous les détails. Donc voilà, on y va. Je vous préviens, je coupe mon micro pour que vous n'ayez pas l'écho, justement. Il y a 7000 ans, dans le sud de la Bretagne, en France, dans la région de Carnac, a débuté la construction du plus grand ensemble mégalithique au monde. Dans une région allant de la côte orientale du golfe du Morbihan jusqu'à la presqu'île de Quiberon, sur un territoire d'environ 200 km², on trouve encore 6 grands alignements de pierres et plusieurs restes de petits alignements. 7 tumuli massifs. Au moins 10 cromlechs ou cercles de pierre. Peintes quadrilatérales. Plus de 200 dolmens, dont 5 contiennent de nombreuses gravures et beaucoup qui ont encore leur cairn. Et enfin d'innombrables menhirs ou pierres dressées, isolées, le plus grand étant le grand menhir brisé à Lochmayaker, maintenant couché, mais jadis atteignant près de 20 mètres de haut. D'autres, toujours debout à Cair 0, mesurent 6,5 mètres. Justement, ces alignements de Cair 0 à Erdeven, ils sont composés de 9 lignes de menhirs qui sont orientées exactement sur l'axe est-ouest. Et même si une partie a été détruite parce qu'on a construit une route ici, l'orientation, elle reste évidente. Il y a tellement de mégalithes dans cette région qu'il y en a énormément qui sont laissés à l'abandon. On estime qu'environ 90% de ces monuments ont disparu.
Les premiers dessins et gravures des sites donnent une toute autre impression, avec une visibilité à perte de vue, des mégalithes omniprésents dans le paysage. Nous imaginons plus facilement la splendeur initiale de cette architecture d'un autre temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi des centaines de milliers de tonnes de pierres ont été extraites et transportées pour former des lignes, des courbes, des chambres et des collines? À quoi ça sert? Karnak a été choisi précisément pour l'implantation de ces colosses. Il présente des caractéristiques très spéciales qui sont liées à sa latitude. C'est l'astrogéométrie. L'astrogéométrie est une ancienne science, aujourd'hui oubliée, qui donne un caractère spécial à un lieu par le fait que le Soleil et ou la Lune tracent une forme géométrique déterminée à l'horizon par les positions extrêmes de leur lever et coucher. 2 jours par an, le 21 mars et le 23 septembre, partout sur Terre, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit, d'où le mot équinoxe, les nuits égales aux jours. Ces jours-là, le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest, sur toute la planète. Alors que c'est pas le cas les autres jours de l'année, contrairement à ce que je croyais. Les jours qui suivent les équinoxes, les levées et les couchers du soleil s'éloignent progressivement de l'axe est-ouest jusqu'à des points extrêmes. Et là, c'est comme si ça s'arrête quelques jours. C'est pour ça que la durée du jour varie. En fait, le mouvement du soleil à l'horizon, c'est comme le balancement d'un pendule. Il y a des moments d'arrêt, des accélérations et des ralentissements. Les jours les plus longs et les plus courts de l'année, eux, on les appelle les solstices. En latin, ça veut dire « le soleil s'arrête ». Le 21 juin, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord et le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Ces jours correspondent à la position des levées et des couchers du soleil à l'horizon quand ils sont à leur extrême limite. À ce moment-là, le soleil levant est le plus loin de l'axe est-ouest. Plus on s'éloigne de l'équateur et plus les variations sont importantes. À la latitude de Karnak, à l'époque de construction des monuments, le Soleil traçait une forme géométrique très particulière. La position de son lever à l'équinoxe sur l'axe est-ouest et la position de son lever au solstice d'été, l'extrême position nord de son mouvement annuel, forment exactement l'angle d'un triangle 3-4-5. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ceux qui ont bâti les mégalithes devaient connaître tout ça. Et ils s'en sont servis pour déterminer les axes cardinaux. Ils auraient même choisi exprès la latitude de Karnak. Ils ont implanté ici consciemment la première architecture monumentale de l'humanité, et à grande échelle. Et personne ne semble en parler. Voilà, je trouvais que c'était intéressant ce dont il parlait justement, parce que il revenait vraiment sur des choses intéressantes comme par exemple les équinoxes. Il parle aussi du triangle et je trouve que c'est vachement parlant par rapport au fait qu'on parlait tout à l'heure du théorème de Pythagore. Et du coup, je trouvais que tout était vraiment en lien avec tout ça. Les équinoxes, on les voit quand on étudie les sabbats. Et vous savez qu'il y a les équivalents, par exemple, avec Samhain et avec Ostara.
où vraiment Samhain, c'est la nuit la plus longue et Ostara, le jour qui revient complètement. Et aussi l'histoire du voile, etc. Donc je trouve que c'est vachement interpellant, aussi par rapport au celtique et l'endroit où ça a été implanté. Tout ça reste quand même assez mystérieux, mais reste quand même extrêmement intéressant à exploiter et à s'y intéresser. Donc ça, je vous donnerai le lien et tout. Vous saurez aller voir si vous avez envie. Après, ils font énormément de choses qui sont intéressantes au niveau de cette chaîne. C'est pour ça que je m'y suis penchée, parce que je cherche quand même des informations, mais des informations qui ne sont pas nécessairement du bullshit. Vous voyez, des fausses informations. Parce que vous avez des vidéos où on n'explique pas grand-chose, où on n'explique même rien du tout, où c'est juste du blabla. Mais là, on vous montre vraiment avec des images ce que moi, j'ai essayé de vous expliquer en blabla. D'où le fait que c'est intéressant vraiment de s'y pencher. Donc j'espère pour vous que cette partie-là vous a intéressé. On va pouvoir passer à Stone Age qui là c'est beaucoup plus interpellant et beaucoup plus à sa façon. Je trouve que Karnak et Stone Age sont interpellants tous les deux. Après il y a plus d'histoire par rapport à Stone Age que par rapport à Karnak, mais je trouve que Karnak reste quand même un endroit intéressant à exploiter et qu'on ne pouvait pas parler l'un sans l'autre. Ah, choupi. Je suis à 56% de batterie. Coïncidence. Je suis à moitié, mais j'écoute. Mais t'as suivi à moitié, mais t'écoutes. C'est très bien. Après, si 56 Morbihan. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, du coup, on va quitter le Morbihan pour partir à Stone Age. Et il y a des histoires, des hypothèses d'utilisation du site et des informations sur les extraterrestres aussi à ce sujet. Dans un premier temps, il faut savoir que ça a un rapport avec un étudiant russe qui a fait diverses hypothèses concernant Stone Age dans un deuxième temps. Il va expliquer les connaissances d'informations inédites liées à des communications avec une civilisation extraterrestre. Oui, on voyage ce soir, exactement. D'ailleurs, on part dans l'heure. Oui, voilà, Carpaccio. Alors, qu'est-ce que Stone Age? Eh bien, les gens ont toujours été intéressés par le mystère de Stone Age. Et à mon avis, Stone Age est un des endroits les plus mystérieux. Et Stone Age est d'origine anglo-saxonne et signifie tout simplement pierre suspendue. Cependant, de nos jours, le mot Age a une signification archéologique spécifique et c'est un groupe de très grandes et hautes pierres qui sont disposées en cercle. Toi aussi, t'es mystérieuse. Carpaccio. Arrivage de positif. Merci, waouh. Et on sait aussi que ce terme décrit des monuments mégalithiques aussi, du néolithique et du bronze. Ah oui, ça. Je suis un mystère à moi toute seule. Est-ce que je ne suis pas une mode d'extraterrestre en voie de disparition? La crêpe.
Et n'empêche, hein, je vous ai bien eu avec mes cheveux. Et tu as un menhir. Ouais, on pourrait, mais après, je tiens pas vraiment en place. Lily est un mystère glacé. C'est bon, ça. Mystère et boule de gomme, voilà, vous ne le saurez jamais. Ce sera un secret. Donc, le mot mégalithe en lui-même est d'origine grecque quand même et signifie grand. Et litho signifie pierre. Pour ceux qui suivent la lithothérapie, vous savez que litho veut dire pierre. D'ailleurs, petit aparté, je vais vous montrer ceci. Tant que j'y suis, on parle de pierre. Donc, je vous le montre aparté. Voici mon bracelet de jade et de cristal de roche avec le petit arbre de vie. Vous pouvez contacter Camimi sur le site de Simia et vous pouvez obtenir avec mon pseudo une promo, je pense que c'est de 5 € à l'achat de tout ce qui est ésotérique dans la boutique de Simia et elle fait vraiment du très bon boulot. Donc voilà, je voulais vous le montrer en live, je l'ai mis sur ma story Insta et je l'ai mis aussi dans le Discord de Simia, mais je voulais revenir dessus en live et comme on parlait de pierre, eh bien voilà, de la lily-thérapie, ça. Donc voilà. Je lui ai fait son moment pub, donc Camimi Création, mais vous pouvez aussi la retrouver sur le site de Simia et voilà, c'est comme vous voulez. Alors, il y a des milliers de mégalithes dans le monde, cependant, la plus grande et la plus forte concentration de mégalithes sont observées en Angleterre. Ah bon, un pavé dans la tronche. Alors, ils portent les noms d'Avebury, de Hurley et des Marine Maiden et des Rolling Stones. Ce sont les plus célèbres d'entre eux. Et bien sûr, Stonehenge, il est situé à 13 km au nord de Salisbury dans le Wiltshire, ouais, ça veut dire comme ça, en Angleterre. Pendant des siècles, personne ne connaissait exactement Stonehenge, mais avec l'invention de la datation au radiocarbone, les scientifiques encore ont découvert que les parties les plus anciennes de Stonehenge ont été construites il y a environ 5000 ans. Ce qui les rend plus vieux que les pyramides d'Égypte. On en parlait tout à l'heure avec Carpaccio. Ce qui est intéressant quand même parce que les pyramides sont plus vieilles que la science actuelle et il convient de garder cela à l'esprit au passage. Bonne nuit Caro. D'accord, il n'y a pas de souci. Repose-toi bien, des bisous. Et une grosse caresse à Bonhomme. Alors, les scientifiques pensent maintenant que Stonehenge a été construit en 3 phases principales entre 3000 avant Jésus-Christ et 1100 avant Jésus-Christ. Les pyramides sont plus vieilles que la science actuelle. Ça veut dire quoi? Là, il m'a perdu, là. Oui, d'accord, ok. Mais tout simplement parce que à ce moment-là, justement, je pense que ces gens-là, que ce soit ceux qui ont construit ça, que ce soit ceux qui ont construit les pyramides, que ce soit, il y a aussi les îles de Pâques, etc. Moi, je pense que ces gens-là étaient extrêmement évolués. Et je pense que les gens d'aujourd'hui, au lieu d'évoluer, ils ont évolué au niveau de l'électronique, etc. Mais je trouve qu'au niveau de l'évolution de l'homme, moi je pense que l'homme en lui-même, il régresse.
Après, ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Comment est-ce qu'on peut expliquer au jour d'aujourd'hui, quand on monte un building, on doit utiliser des grues, etc. Comment est-ce que ces gens, ils ont fait pour transporter des pierres et les mettre vraiment dans ces situations-là et dans des angles bien précis par rapport au soleil, aux équinoxes, etc. Comment ils ont fait pour monter ces pyramides, etc. Voilà, ce serait pas impossible à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, mais à ce temps-là, comment est-ce qu'ils ont fait? Oui, voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, mais ça, ça reste dans mes convictions. Il y a quelque chose qui est lié à tous ces montages, que ce soit Stonehenge, que ce soit les pyramides, que ce soit n'importe lesquels. Je pense ça n'a pas été fait que de la main de l'homme, mais ça reste encore des théories que moi je ressens comme ça. Après, c'est propre à chacun. Donc aujourd'hui, environ la moitié du monument original est encore debout et tient le coup, et au fil des années, certaines pierres sont tombées et d'autres ont été enlevées et utilisées pour la construction. Ça, j'avoue que je trouve ça complètement inqualifiable d'utiliser ça pour la construction. Et pourquoi, si elles sont tombées, pourquoi ne pas les avoir relevées tout simplement? Si l'être humain est si évolué que ça, pourquoi ne pas les relever? Stonehenge contient 165 pierres. C'est un grand cercle qui est fait avec d'énormes blocs de pierre avec un cercle plus petit à l'intérieur, et la plus grosse pierre pèse 50 tonnes et mesure plus de 9 mètres de long. Toutes les pierres semblent grises, mais leur couleur naturelle varie de l'orange au brun ou au bleu. Et il y a évidemment énormément de lichens qui poussent sur les pierres, ce qui est logique par rapport à la disposition, par rapport aux pluies. Je trouve pas que ce soit moins intéressant si c'est juste des hommes. Après, c'est mon avis. Oui, mais c'est possible. Mais du coup, pourquoi au jour d'aujourd'hui, ils ne remettent pas les pierres à leur place? Pourquoi ils les laissent comme ça? Tu vois ce que je veux dire, Carpaccio? Et comment ils ont fait avant Jésus-Christ? Si on compte qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de roues, qu'ils n'avaient pas de transport, de trucs pour transporter. Tu t'imagines qu'une pierre de 50 tonnes, même dans de l'eau, sur un bateau, je pense que le bateau, il aurait pris l'eau, mais carrément. Donc, parce que c'est ce qu'on a dit avec les constructions de pyramides, c'est que les pierres étaient amenées par les cours d'eau. C'est des choses, je pense, on n'aura jamais vraiment de réponse. On ne peut pas retourner en arrière, on n'a pas de machine à remonter le temps, on ne peut pas retourner en arrière, voir ce qui s'est passé dans le passé. Et malheureusement, peut-être que plus tard, des gens auront des réponses ou pas. Peut-être que ça doit juste rester ce que c'est aujourd'hui, donc c'est-à-dire du domaine, comme le dit Stella, de l'inexplicable. Les piliers de Stonehenge sont extraordinaires. Tous les joints qui relient les piliers de pierre entre eux sont des joints de pierre sèche. Il n'y a aucun sable humide ni d'argile qui n'a été utilisé pour joindre les pierres les unes avec les autres. Alors, quel a été le but de faire ce montage de pierre? Eh bien, les scientifiques s'accordent à dire que Stonehenge était un lieu très important pour les peuples anciens,
Mais au jour d'aujourd'hui, ils ne connaissent toujours pas le but réel. Il y a de nombreuses théories sur la construction de Stonehenge qui a évolué au cours des siècles et on va en parler maintenant. Oui, c'est ça, personne n'a une machine à remonter le temps. Non, parce que bon, si quelqu'un en a une qui se montre et je suis OK pour faire un petit voyage. Punaise, les coms buggés, je les avais plus. Ah, mais ça, choupi, c'est des choses qui arrivent. Et il y a pas mal de bugs qui se montrent et j'embarque. Exactement, c'est ça. Si quelqu'un connaît Doc dans Retour vers le futur et qui peut me faire une voiture comme ça, je suis partante aussi. Ça va, ok, il n'y a pas de souci, Choupi. Bah, tu peux rester en lurk et puis revenir après, il n'y a pas de souci. Va laver ta gamate. Alors, la première hypothèse, c'est un centre de guérison. Il y a un écrivain qui s'appelait Geoffrey de Monmouth qui croyait que ces énormes pierres étaient des pierres de guérison. Ces pierres ont été appelées la danse du géant et leur nom a été remarqué dans la légende. Cette légende raconte que des géants de la danse dansaient sur la plaine de Salisbury et puis soudain, sans raison, ils ont été transformés en pierre. Ça va vous parler. Dans l'opus de History of the King of Britain de Geoffrey de Monmouth, que je vous dis maintenant, a écrit que les pierres étaient certains rites religieux secrets et qu'elles avaient une importance médicale. Il a également écrit que chaque fois que les gens se sentaient malades, il y avait des bains qui étaient préparés au pied des pierres et que les malades ont été guéris et ils ont mélangé l'eau avec des herbes et ont été guéris de leurs blessures. Là, on revient encore une fois avec tout ce qui a attrait aux païens qui prenaient des bains et qui utilisaient les plantes pour guérir et qui croyaient déjà en la guérison des pierres. Je vous rappelle justement que certaines pierres n'ont pas la même couleur. Donc, est-ce que ces pierres-là ne renferment pas justement des ondes qui pourraient guérir? On n'en sait rien. On utilise bien des pierres de lithothérapie pour, pas se soigner totalement, hein, mais pour générer certaines choses comme les angoisses, les émotions, etc. Donc pourquoi pas, ça peut avoir servi de centre de guérison. La deuxième théorie est la théorie de l'observatoire. Alors, Stonehenge aurait été créé comme un observatoire pour étudier le soleil, la lune et les étoiles. Il y a un astronome britannique qui a suggéré cette idée pour la première fois en 1901. Et en 1963, c'est un autre astronome, Gerard Hawkins, qui a découvert à l'aide d'un ordinateur que certaines de ces pierres indiquent une position différente du Soleil et de la Lune, un peu comme Karnak. Ainsi, les pierres pouvaient être utilisées pour prédire des choses comme des éclipses solaires ou des éclipses lunaires. Donc, c'était vraiment dans le but d'observer ce qui se passait dans le ciel et que la disposition des pierres pouvait tout simplement être liée à ça. Il y a aussi la troisième théorie qui est le fait que ce serait un temple. Alors, au XVIIe siècle, il y a Jean Aubrey qui a d'abord pensé que Stonehenge était un temple et était utilisé par les druides
pour des cérémonies religieuses. Les druides, vous le savez, c'étaient des anciens prêtres celtes, on revient encore à la même chose, qui croyaient en de nombreux dieux, donc comme les païens. Pour plaire aux dieux, ils tuaient des animaux et peut-être, dit-on, des gens pour les sacrifices. Mais ça, c'est encore des on-dit. Ils ont étudié les vols d'oiseaux, les restes d'animaux pour prédire l'avenir. Aujourd'hui, les druides modernes tentent de se rencontrer à Stonehenge et de célébrer les solstices d'été et d'hiver. Donc on en revient aux mêmes choses que je vous ai dit et qui est expliqué dans la vidéo par rapport à Karnak. C'est vraiment mais très très proche et c'est justement ça qui est interpellant. Bien que plus tard, au XIe siècle, on a, qu'est-ce que je dis moi, 11e siècle, au 19e siècle, qu'est-ce que je vous dis des bêtises moi, il y a un John Lubbock, je pense que c'est ça, qui a daté Stonehenge d'une époque bien plus antérieure à celle des druides. Il a été fermement établi que Stonehenge a été construit 1000 ans avant l'apparition des Celtes en Grande-Bretagne. D'ailleurs, faites le rapprochement Grande-Bretagne et Bretagne. Voilà. Stonehenge et Karnak. Alors, la théorie suivante est la théorie du grand cimetière et d'un ancien cimetière. Alors, certains pensent que Stonehenge était juste un ancien cimetière, car il y a beaucoup de tombes autour du monument. C'est un professeur, Mike Parker, qui a suggéré que Stonehenge faisait partie d'un chemin rituel et a été joint à Durrington Wallhenge. Alors, selon lui, la région autour de Durrington était un lieu de vie et Stonehenge était un lieu de mort, tout simplement. Et un voyage le long de l'Avon pour atteindre Stonehenge faisait partie du passage du rituel de la vie à la mort. Il n'y a pas de coïncidence. C'est vrai que c'est percutant. Tu te dis, mais en fait, c'est très interpellant cette façon de mettre les pierres. La coïncidence solstice d'été, hiver, les analyses par rapport aux étoiles, la disposition des pierres et le fait que il y en a un, c'est en Grande-Bretagne et l'autre c'est en Bretagne. Je vous rappelle que à ces époques-là, c'était pas encore la Grande-Bretagne ni la Bretagne. C'était encore tout à fait différent. Les pays ont bougé par la suite. Donc, voilà. La théorie suivante, c'est le fait que ce soit un ancien centre de pouvoir. Donc, la critique d'art et les historiens ont suggéré que le grand cercle de pierre était un ancien centre de pouvoir. Et selon cette théorie, les puissances énergies de notre planète circuleraient à travers des mystérieuses lignes de pierre, donc les lignes de lait. Et plusieurs lignes de lait sillonnent le centre de Stonehenge et se relient à d'autres sites anciens dans toute la Grande-Bretagne. Cependant, cette théorie-là n'a pas été prouvée. Pour les autres, on a retrouvé des indicateurs. Après, c'est un peu normal qu'on n'ait rien retrouvé parce que c'est pas quelque chose qui laisse des traces. C'est pas comme quand les druides ils se réunissaient et si on a retrouvé des restes d'animaux, etc. Bon, on peut dire ouais, il y a eu ça, ça, ça. Mais là, il n'y a rien qui peut appuyer cette théorie. Et puis,
Il y a aussi la théorie des aires d'atterrissage pour les extraterrestres. Et cette théorie est aujourd'hui impossible à prouver ou à réfuter. Un scientifique qui s'appelle Eric von Däniken et d'autres personnes croient vraiment que Stonehenge était une plateforme d'atterrissage pour les extraterrestres et que ceux-ci l'ont construite. Les supports de cette théorie considèrent que Stonehenge était un ancien port spatial et la pierre de l'autel était un point de départ. La population locale remarque parfois des choses étranges près de Stonehenge. Tout d'abord, il y a de mystérieux pictogrammes qui ressemblent à des formes géométriques assez étranges imprimées sur les champs qui apparaissent souvent à proximité de Stonehenge. Les crop circles, on en a parlé, on en a fait 2 lives. Un live où on les a plus ou moins frôlés du doigt et un où on a repris les explications de monsieur Umberto Molinaro au niveau des crop circles, et lui-même a été en étudié énormément au niveau de l'Angleterre. Oui, dis-moi, Carpaccio. Deuxièmement, il y a des anomalies magnétiques qui sont souvent observées à Stonehenge, où les compas, par exemple, ne fonctionnent pas près des anneaux de pierre. Les boussoles, tout ça s'arrête tout près des anneaux de pierre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui envoie cette énergie et ces anomalies magnétiques de ces pierres? Et il se repère avec 3 cailloux et des plantes pliées. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Tu parles des extraterrestres, c'est ça? Que vu du ciel, ils se seraient repérés à ça. Ouais, c'est ce qui est dit. Après, il y a eu énormément de crop circles qui ont été vus en Angleterre, mais ça, il faut retourner voir le live que j'ai fait sur les crop circles, et énormément de choses qui ont été dites à ce moment-là. Mais les personnes qui croient et qui ont foi là-dedans, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai acheté l'oracle des crop circles. C'est parce que quelque part il y a des énergies qui sortent dans les crop circles qui sont extrêmement interpellantes. Oui, après, extraterrestre, est-ce que c'est vraiment le bon terme? Et ça, je l'ai déjà dit en live. Est-ce que ils sont pas tout simplement comme nous? Est-ce qu'il n'y a pas juste des bons, des mauvais? Est-ce que nous ne sommes pas des extraterrestres, etc., etc. Ça, ce sont des questions, encore une fois, que je me suis posées plein de fois et qui sont dans mes convictions. Pourquoi se sentir unique au monde? Vous imaginez quel ego il faut avoir pour se dire il n'y a que nous dans le monde et personne d'autre. Je sais pas, c'est interpellant, et puis voilà. Maintenant, il y a eu plein de témoignages. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout connectés avec l'ufologie, mais voilà, ce sont peut-être des êtres comme nous. Après, ils sont peut-être pas différents, ils ont peut-être la même couleur de peau que nous, ils ne sont peut-être pas comme les êtres humains les ont représentés. Il y a plein de choses. Je dis pas ça, je me dis simplement que les lois de la physique empêchent les communications et les déplacements. Ah oui, ça je suis d'accord, mais
Encore une fois, c'est ce qui est scientifique. C'est comme, tu vois, la théorie de la Terre. La Terre, on nous dit, depuis qu'on est enfant, la Terre est ronde. Puis, tu as la théorie des gens qui disent qu'elle est plate. Tu as la théorie des gens qui disent qu'elle est creuse. Il y en a qui disent qu'elle est ovale. Pour ma part, moi, j'ai toujours dit que pour moi, la Terre, elle est creuse. En pêche ou rend très difficile. Ouais. Elle est triangle, comme une pizza. Moi, ma tête est creuse. Non, il y a un cerveau. Mais elle est ronde. Losange. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis par rapport à la Terre. Dès qu'on est enfant, on nous dit la Terre est ronde. On nous prouve par A plus B que la Terre est ronde. On a essayé de nous prouver qu'on avait été sur la Lune. Ouais, ok, on a été sur la Lune et après il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait des choses qui étaient bizarres par rapport au film qui avait été montré par rapport au fait qu'on avait été sur la Lune. Et on a dit, ah oui, mais en fait, c'était un montage qui a été fait parce que les films originaux ont été perdus. Ok. Et pourquoi ça n'a pas été divulgué alors? Pourquoi ne pas avoir dit à ce moment-là, ben, les films originaux ont été perdus, donc on n'a plus aucune preuve et du coup on ne sait rien vous montrer. Plutôt que de montrer une vidéo, ça y est, on a mis le premier pied sur la Lune et de diffuser ça en boucle. Et puis des dizaines d'années plus tard, on vous dit « Ah non, mais c'était pas la vidéo originale. » Ok? Après, c'est nous les complotistes. Hein. Enfin, que soit. Revenons-en à nos moutons. La conclusion en résumé. On découvre que Stonehenge est une grande construction de mégalithes qui sont disposés dans un grand cercle avec un petit cercle à l'intérieur. Le nom de Stonehenge est d'origine anglo-saxonne et signifie pierre suspendue. Grâce à la datation et du radiocarbone, les scientifiques ont découvert que les parties les plus anciennes de Stonehenge ont été construites il y a environ 5000 ans. Donc ils disent avant les pyramides, sauf que maintenant on dit que les pyramides sont beaucoup plus vieilles. Donc voilà. Dans les recherches, on a proposé plusieurs théories sur la construction de Stonehenge et on a été considéré comme, ça a été considéré comme un centre de guérison, un temple, un ancien cimetière, un ancien centre de pouvoir, une plateforme d'atterrissage pour échanger, un observatoire. Les théories selon lesquelles Stonehenge a été construit comme un ancien observatoire, moi, elle me plaît assez, avant tout. Après, c'est vraiment très intéressant les découvertes au niveau des équinoxes, au niveau des solstices, aux éclipses et solaires et lunaires. Il a été découvert qu'à l'aube du solstice d'été, le Soleil est le centre de l'anneau de Stonehenge et à 2 pierres, et les pierres d'abattage et les pierres à talons sont tous en ligne. Donc on pense que cette découverte appuie vraiment la théorie selon laquelle Stonehenge a été construit comme étant un observatoire. Tout comme Karnak d'ailleurs, c'est ce qu'on y explique aussi. Après avoir étudié le rapport d'origine russe, on va s'intéresser au matériel reçu par transmission d'un extraterrestre d'origine andromédienne. Et cet informateur extraterrestre est un scientifique
qui travaille régulièrement dans le système solaire et nous pensons que les informations données peuvent être crédibles et même de premier ordre. Ce qui paraît très probable, c'est qu'il y a un rapport avec le ciel dans la conception, voire dans l'utilisation. C'est sûr et certain. Coucou Balalotte, comment vas-tu? Bien entendu, chacun a le libre de se laisser, d'avoir son avis. Et il ne s'agit que de notre opinion. Néanmoins, nous allons voir tout simplement qu'il est possible d'avoir certains liens entre les rapports et les informations livrées par l'extraterrestre, dont le nom de Mitty à un contacté brésilien. Ça, c'est par rapport à un contacté, donc à une abduction, comme a eu monsieur Pierre Monet et tout autre. Tu aurais dû me dire, Lily, pour ce live. Ah, mais je pensais que tu savais, mon Malalotte. Il suffisait d'aller, en fait, toutes les semaines, aller voir dans le salon programme. Et dans le salon programme, je mets tous les jours de live. De toute façon, c'est toujours le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf, voilà. Je suis un peu à la ramasse, t'es un peu comme moi. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez savoir quand on fait les lives. Et en plus, normalement, vous devez recevoir les notifications du Discord. Alors, on va passer sur l'autre format pour les photos et pour la vidéo. Attendez, hein. Il faut que j'ouvre mon truc. Là, tac, là, Stonehenge, c'est là. Je dois ouvrir la première photo. Voilà, tac. Hop, on passe là. Partage d'écran. Changer. Et photo. Voilà. Enregistrer. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Comme ça. Ça, c'est de nuit avec la lune. Ça, c'est la suivante. Ouais, elles sont très jolies, les photos. Alors, celle-là, il faut la zoomer. Voilà. Il y a plein d'angles différents, de façon à ce que vous les voyez d'angles tout à fait différents. Là, c'est de tout en haut. Excusez-moi. Ça, c'est avec le soleil. Vous voyez, le soleil, il passe vraiment dans le centre, justement. Ici, c'est en hiver. Vous avez celle-ci. Ça, c'est selon des cérémonies qui auraient lieu. Alors ça, c'est par rapport au triangle que je vous expliquais tout à l'heure. Stonehenge, c'est exactement comme avec Karnak, justement. Il y a un parfait triangle aussi qui passe par juste à côté de Bristol, Cardiff, et qui va rejoindre ici Presley Site et en dessous lundi Iceland, et Stonehenge est ici.
et la direction est là au centre avec les petits points. Vous avez aussi, et ça va vous parler pour ceux qui ont suivi le live avec les crop circles. Vous avez encore ces fameux dessins qui sont au centre, qui viennent se rejoindre. Et vous avez aussi le signe avec tous les points différents de Stone Age. Donc c'est extrêmement intéressant par rapport justement au crop circle si on relie tout ensemble. Et là, c'est justement par rapport au fait que je vous expliquais que l'hypothétique atterrissage d'extraterrestres se serait fait sur justement la pierre ici et qui se serait posée au centre tout simplement. Pourquoi à cet endroit là bien précis? Ça c'est la question. Alors la vidéo elle est ici, attendez, il faut que je l'ouvre. Elle est beaucoup plus courte, elle fait 2 minutes 16. Voilà. Tac, je dois fermer, attendez, je dois fermer tout ça. Ça vous permet de les revoir une deuxième fois. Voilà, et du coup, je vais vous passer la vidéo. Depuis maintenant 5000 ans, le site de Stonehenge, situé dans le sud de l'Angleterre, ne cesse d'intriguer et de passionner les scientifiques, les archéologues et les touristes. Certains racontent que ces pierres colossales auraient été rapportées d'Afrique par des géants. Les hypothèses les plus folles sont avancées, mais les questions restent sans réponse. Qui donc a disposé ces pierres et à quoi servent-elles ? Il y a un élément de mystère, hein, puisque malgré toutes les recherches archéologiques, et on s'interroge sur Stonehenge depuis le tout début du Moyen-Âge en fait, on ne sait toujours pas pourquoi Stonehenge a été construit ou quelle est la fonction exacte de Stonehenge. Ces pierres monumentales mesurent 5 mètres de haut pour les plus petites et pèsent entre 4 et 30 tonnes. En fait, il y a deux sortes de pierres à Stonehenge. Il y a les grandes pierres de Sarsen qui viennent de 40 km au nord de Stonehenge, en Angleterre. Et les petites pierres bleues, enfin petites, elles font quand même 5 tonnes chacune, qui viennent du Pays de Galles. Les pierres ont été taillées, ce qui est généralement pas le cas du tout. En général, les pierres sont comme les menhirs en France ou sur les alignements de Karnak, des pierres brutes. On a même raconté que ces pierres étaient dotées d'un pouvoir magique et que leur seul contact permettrait des guérisons. Calendrier astronomique, table de sacrifices, construction extraterrestre, les différentes thèses se comptent par milliers. Alors pourquoi une telle construction ? Il y a eu toutes sortes de théories dans le passé, mais maintenant avec l'archéologie moderne, on sait que Stonehenge a été construit pendant la préhistoire. On sait qu'il y a un alignement sur le lever du soleil au solstice d'été. À partir de ça, donc, on peut effectivement en déduire que Stonehenge est un temple du soleil, peut-être un observatoire pour aider à suivre l'évolution des saisons.
Dans tous les cas, il restera toujours beaucoup de mystères autour de Stonehenge. Et c'est ce qui fait aussi son intérêt et je pense c'est ce qui attire effectivement le public. Les archéologues s'interrogent donc toujours et Stonehenge demeure l'une des grandes énigmes de notre civilisation. Depuis maintenant... Voilà, voilà. Me revoilou. Non, j'avais un problème pour faire le partage, donc pas de panique. C'était juste le partage que j'arrivais pas à faire. Il voulait pas me le prendre, je ne sais pas pourquoi. Il a eu un bug, il voulait pas partager, donc voilà. Donc ça n'a pas crash, pas de panique. Donc voilà, c'était vraiment tout ce que je voulais vous exposer par rapport à Karnak et par rapport à Stonehenge. Vous avez pu remarquer les similitudes de l'un et les similitudes de l'autre, justement, et pouvoir faire le comparatif après les diverses théories restent potentiellement ouvertes pour chacune d'entre elles. Par contre, une chose reste quasi certain, c'est que c'était bien au niveau d'un observatoire, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, par rapport au soleil, par rapport à la lune et par rapport aux équinoxes. Donc voilà, ça reste quand même intéressant de le savoir et d'avoir pu faire le comparatif entre l'un et l'autre. Pour terminer le live, je vais d'ailleurs prendre ceci et on fera après le raid. Alors, on a celle-ci. Et cette carte vous dit, vous êtes centré dans cette lumière, dans cette paix, stabilité et sécurité. C'est une nécessité absolue et vous pourrez ainsi l'aider. Lorsqu'un être humain est touché, vous pouvez alors intervenir pour le rassurer dans la compassion. Vous serez guidé, soyez confiant en l'avenir, suivez le chemin que vous voulez véritablement suivre. Entrez en rayonnance avec des êtres de lumière qui sont tout autour de vous. Ils vous confortent dans votre être profond. Entourez-vous de lumière, ensuite projetez la joie et l'amour. Voilà. On en a parlé justement, Malalotte, par rapport à la lithothérapie, justement. Alors, je vais les remettre à sa place. Je vais aller voir ce qui se passe avec mon frigo, parce que mon chéri a un souci avec la prise du frigo. Donc, on va faire le raid pour moi aller voir ce qui se passe. On va chez Simia, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve lundi pour le live. C'est comme d'habitude le raid. Je vous laisse dire à Simia que j'ai un souci et que je reviendrai après. Si Ryan peut le faire ou Carpa ou n'importe quoi, je vous en remercie d'avance. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée et à lundi et bon week-end.